participé à l'aventure du traité depuis sa conception en 80. La première édition, c'est 98. Et en fait, j'ai été d'abord collaboratrice et ensuite je suis devenue directrice scientifique. Et mon parcours, en fait, c'est que j'ai choisi une discipline qui est la médecine interne. C'est une discipline qui est extrêmement transversale, qui s'intéresse en fait à toute la pathologie dans son ensemble, parce que son rôle principal, c'est de faire des diagnostics complexes et de prendre en charge des patients qui ont des symptômes qui viennent de tous les organes. En médecine interne, bien évidemment, on n'a pas les compétences des spécialistes, mais en revanche, on a des compétences assez universelles dans chaque domaine qui nous permettent de faire des synthèses, et on a aussi un rôle d'orchestration de la prise en charge des patients. Moi, j'ai choisi cette spécialité parce que j'ai fait mes études de médecine à la Pitié-Salpêtrière, où il y avait la grande école de médecine interne parisienne qui était dirigée par le professeur Pierre Godot et qui était un homme que tout le monde admirait et qui était un homme très savant et surtout très humaniste. Et dès le premier stage, dès mes premiers mois d'externat, j'ai su que ce serait ma discipline. Je suis devenue assistante et maintenant je suis assistante hospitalière. L'essentiel de mon temps de travail est un temps hospitalier. Je collabore avec Elsevier depuis mon internat. Et j'ai donc participé à un très grand nombre de projets avec cette maison, dont le traité à cause depuis donc à peu près 96 les premières réunions. L'avenir de la profession, la médecine interne, c'est donc assez particulier parce que on est un petit peu Dr House, c'est ce que les gens comprennent le mieux. Le problème de la médecine contemporaine, c'est l'évolution vers une ultra spécialisation qui en fait saucissonne un peu le corps humain, le fragmente en trop de prise en charge spécialisée. Les spécialistes sont absolument nécessaires et en première ligne pour s'occuper de certaines pathologies, mais il faut toujours que quelqu'un puisse faire la synthèse de ce qui se passe dans les organes voisins et ce qui concerne l'ensemble de l'organisme. Et ça revient aux médecins internistes. La somme de connaissances médicales devient de plus en plus importante. Mais finalement, cette somme de connaissances, on y a accès par l'électronique assez facilement. En revanche, la façon d'interroger un patient, de l'examiner, puisqu'en médecine interne, l'examen clinique est absolument fondamental. On en a besoin et nous, on est des grands défenseurs de l'examen clinique. Nous, c'est notre rôle en médecine interne de prendre en compte aussi le contexte psychologique et le contexte de vie des patients pour faire donc une médecine très complète et une médecine de synthèse qui en fait cède beaucoup des connaissances des spécialistes, mais finit par harmoniser le tout pour rendre le meilleur service. Donc, ce traité avait été fondé initialement par André Grimaldi, qui est un diabétologue. La diabétologie, c'est une discipline qui est aussi un petit peu interniste, puisque le diabète peut donner des complications qui concernent énormément d'organes. Pour animer ce traité que j'anime donc maintenant avec le professeur Thomas Papeau, il faut réunir une équipe de collaborateurs de toutes les disciplines et des médecins généralistes. C'est un traité qui est donc transversal et qui concerne toute la pathologie médicale. On exclut la chirurgie. Et le traité est destiné aux non-spécialistes et aux médecins généralistes. Eux aussi couvrent toute la pathologie, mais aussi aux médecins qui ont besoin de connaissances transversales, par exemple les urgentistes, les anesthésistes réanimateurs et tous les spécialistes qui ont besoin de connaissances hors de leur domaine d'excellence. On n'a pas la prétention d'avoir les connaissances des traités de spécialité. En revanche, on a des données sur toutes les maladies médicales et ça permet d'avoir accès à une information assez rapidement, de très bonne qualité, parce qu'on s'entoure donc de directeurs qui animent des chapitres, tous les chapitres de spécialité, et ensuite on commande des textes par le biais de ces directeurs. On a construit le traité comme ça, qui fait 8 tomes et qui fait 5000 pages à peu près, donc avec un nombre de textes très important. Les sujets ont été largement déterminés à la création du traité en 96. Chaque chapitre est dirigé par un responsable de chapitre, la néphrologie, l'ophtalmologie, la pneumologie, la psychiatrie. Et on demande à chaque coordinateur de chapitre de proposer un plan. Donc ce coordinateur, il peut soit reprendre le plan qui avait été proposé au tout début de la création du traité, mais notre souhait, c'est de renouveler les chapitres à peu près tous les 5 ans. En pratique, c'est un petit peu difficile de tenir ce délai, mais on y arrive tous les 5, 6, 7 ans au maximum. Et donc, le nouveau coordinateur, les coordinateurs sont remplacés. On nomme d'autres personnes qui ont un droit de modification de ce plan.
et qui peuvent proposer des nouveaux chapitres, des nouveaux items. On souhaite que ce traité soit actualisé, qu'il soit vivant. Par ailleurs, on se réunit 2 fois par an avec tout le comité de rédaction et les membres du comité éditorial d'Elsevier. On fait un point sur l'ensemble des chapitres. On fait un point aussi sur les ventes, sur la montée de la version électronique par rapport à la version papier qui est maintenant moins utilisée. Et puis aussi, on essaye de trouver des collaborateurs dans toute la France, puisque notre souhait aussi, c'est de couvrir toute la France pour avoir des collaborations les plus riches possibles. On a souhaité intégrer non seulement les disciplines classiques de toute la médecine, mais aussi des chapitres qui étaient un peu plus originaux, qui, par exemple, abordent de la théorie à la pratique certains aspects de l'exercice médical. C'est l'annonce d'une mauvaise nouvelle, c'est la relation médecin-malade, ce sont des données de statistiques médicales et d'interprétation des tests diagnostiques en médecine. On a un chapitre aussi original dont je m'occupais au départ, qui était le chapitre du symptôme au diagnostic, qui permet de raisonner à partir d'éléments cliniques de base et d'arriver jusqu'au diagnostic sans forcément discuter la prise en charge thérapeutique. Et puis, on a un chapitre aussi qui concerne l'analyse des anomalies biologiques courantes et qui permet d'interpréter les anomalies de l'électrophorèse des protéines, une lymphopénie, comment analyser la présence d'une anémie. Et donc, les personnes qui sont sollicitées pour rédiger les chapitres sont des grands spécialistes de la question. L'avantage de ce traité, c'est qu'il offre des articles de grande qualité qui sont rédigés par des grands spécialistes et qui ont un esprit qui est un petit peu différent de celui de l'encyclopédie de l'EMC traditionnelle, qui sont des articles extrêmement exhaustifs, souvent avec de très nombreuses références. Là, nous avons des textes qui sont plus courts. On a insisté pour avoir des encadrés sur les erreurs à ne pas connaître, sur les points clés. On insiste aussi pour avoir des arbres diagnostiques, on insiste pour avoir des iconographies, parfois des éléments interactifs, en fait pour que ça soit d'une utilisation assez facile et rapide par le médecin et surtout c'est une information qui est très abordable. On peut s'en servir d'un certain nombre de manières. Donc, maintenant qu'on a accès à la version électronique, on peut s'en servir au cabinet. Par exemple, à l'hôpital, quand je fais la visite avec les internes et les externes, ça m'arrive très fréquemment, une fois qu'on est sorti d'une chambre, on a abordé une pathologie, d'aller sur le site de M-Consult et de montrer des articles aux internes et aux externes sur les sujets, les pathologies des patients qu'on a vus, pour leur montrer soit les schémas, soit préciser un détail clinique, soit préciser un détail thérapeutique. Après, il y a une version qui est sur smartphone et sur tablette. Dans ma vie de tous les jours, je m'en sers très très souvent. Et sur tablette, la lecture est parfaite. Pour moi, c'est une source d'information dont je me sers en permanence. Pour l'instant, on peut dire qu'on est dans le feu brûlant du Covid, donc ça fait partie des maladies émergentes qui sont en cours de description. Donc là, nous, on ne va pas se mettre en concurrence avec les très grands journaux. Pour l'instant, on est un peu faible en thérapeutique, mais toutes ces choses, quand elles seront un petit peu mieux établies, on fera certainement un article sur le Covid.